Bonsoir. Déclaré vainqueur du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier, le président Alassane Ouattara a été investi dans ses fonctions ce 14 décembre par le Conseil constitutionnel. Notre rendez-vous de ce jour reviendra en détail sur cette cérémonie qui s'est tenue ce matin au palais présidentiel. Pour ce décryptage un peu spécial, nous aurons avec nous André Bois et Alain Toussaint pour analyser les dits et les non-dits de cet événement. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Alors, bienvenue! Oyez, bonne semaine à vous, vous qui êtes tous les soirs présents devant votre poste récepteur ou vos différents postes récepteurs pour regarder ce rendez-vous. C'est celui du Talk sur Live TV. Avec moi ce soir, on l'a dit, Alain Toussaint, André Bois, mais également Rayana Assi, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonsoir. Bonsoir Rayana. Bonsoir. Bon, le week-end, vous l'avez passé comment ? Reposant, on va dire. Je me suis beaucoup reposée, je vais bien, je suis au taquet pour la nouvelle semaine. Vous êtes au taquet, c'est très très bien. André Bois, vous étiez certainement au Bibière ? Mais il veut se foutre de ma gueule, le bonhomme. Tu as pris le bateau, moi? Non, je n'ai pas voulu prendre le bateau, on m'attendait, ils m'ont appelé. Et ils t'ont conduit. Finalement, je ne suis pas parti. Non, Je n'ai rien dit. Il y avait d'autres choses. Hein. Finalement, Vous aviez d'autres rendez-vous. disons les choses comme ça. Des rendez-vous Côte d'Ivoire. Voilà, parce que élite, c'est ce qui me préoccupe. Hein. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire. Alain Toussaint, vous, comment vous avez passé votre week-end ? En travaillant, je crois. Dans les journaux, Oui, c'est ça. Les Non. dépêches. Oui, j'avais 2-3 choses à terminer. Ouais. Un peu vous occupé. scrutiez l'horizon politique ? Exactement. Je guettais la fumée blanche Voilà. du côté de la présidence. Abemous, présidence. Mais que ça mousse pas trop. Ah, c'est clair. Oh, il est bon. Et puis notre queen de ce plateau ce soir, Oui. la queen Edith Magnifique. Boubleu. Bonsoir, Brice. Bonsoir, vous êtes Toute là. belle. Toute belle. Elle a retrouvé le réseau. C'est ça, oui, Ouais. c'est vrai. Elle Oui, est en- j'ai augmenté l'intensité des antennes. Elle est en mode avion Tu l'autre vois mon fois. antenne là? C'est bien. C'est une tenue, vous savez d'où ? Oui, ça vient du Bénin. J'ai reçu ça tout droit du Bénin, Oui. d'une créatrice. Et Béninoise. voilà, quoi, j'ai accroché tout de suite. Non, Surtout splendide. le côté tissé, comme vous. C'est vraiment magnifique. Voilà, bon, hein. sauf Encore, André qui on va n'a pas m'épingler. encore de tenue tissée, pardon. Non, moi, Rejoins le vous gang. savez, j'ai les pieds dans la tradition et le haut dans la modernité. Non, mais c'est tu pour sais, ça. ils sont du côté de la promotion C'est ça, de la du local, création du locale. local. ouais. et tout ça. Nous, on est des contemporains. Voilà, Voilà. on est contemporains. C'est une fausse excuse. On hein. reste conventionnel. Je suis tout content. Et toi, Brice, qu'est-ce que tu as fait? Rayana, si, je ne sais pas pourquoi j'aime quand vous êtes sur ce plateau-là. Il y a une joie particulière qui m'anime. Parce qu'elle se soucie de elle toi. est la seule qui se soucie de moi. Ouais, Moi, je passe c'est tout vrai. mon temps à poser des questions et personne. Et je suis tout triste. Je me dis, bon, bah, ça y est. Alors, moi, j'étais à Yamoussoukro. Vraiment? Oui, j'étais vraiment à Yamoussoukro, comme vous vous doutez. Non, après, ce qu'il ne dit pas, c'est que c'était la première fois qu'il mettait les pieds à Yamoussoukro. Oui, c'était la toute première fois que je mettais les pieds à Yamoussoukro. Ouais, c'était le week-end, Ah oui, vendredi. c'est vrai, tu devais aller depuis. Oui, le gouverneur, je ne sais pas si on a un plan. Le gouverneur me l'avait promis. Et depuis, pas de nouvelles, mais j'ai décidé d'y aller par mes propres moyens. Mais non, à l'invitation d'un groupe. Eh bien, donc, à le visage pasteur Mohamed Sanogo, il faut le dire, parce qu'il y avait une croisade de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Et vous connaissez mon attachement à la paix dans ce pays. Je me suis dit, c'était une belle occasion, déjà, de découvrir Yamoussoukro, mais en plus, joindre l'utile à l'agréable, prier pour la paix en C'est Côte ça. d'Ivoire. Et c'était formidable. Bravo, Très bien. Brice. Merci. Merci On les est amis. très fiers de toi. Merci beaucoup les amis, franchement. Tu as passé La le Côte meilleur d'Ivoire, la week-end. Côte d'Ivoire t'est reconnaissante. Ouais. Merci, merci. Merci. Donc, je partage avec vous les bénédictions. Donc, je Et on les Merci, reçoit. merci beaucoup. André Bois, j'ai remarqué que vous n'avez pas bougé. J'en tiendrai compte dans les prochaines bénédictions. Allez, l'essentiel de l'actualité, c'est dans le Live Actu. Particulier qui est un décryptage en vrai. Ce soir, on l'a dit, c'est un décryptage spécial consacré à l'investiture du président Alassane Ouattara, un président qui a prêté serment, André Bois. Le président a prêté serment, élection donc le 31 octobre 2020, premier tour, victoire d'Alassane Ouattara, on ne va pas rappeler les chiffres. Ensuite, il y a un rendez-vous constitutionnel à respecter, c'est la prestation de serment avec quelques nouveautés. Prestation qui intervient le deuxième lundi. Deuxième lundi du mois de décembre, donc on dit deuxième lundi de la dernière année. De la cinquième. De la dernière année du Du cinquième mandat, année du voilà. De la cinquième mandat année, oui.
du président sortant. Donc voilà, c'était aujourd'hui lundi 14, il a prêté serment. On sait les conditions avec tout un parterre de personnalités. Ça avait été annoncé comme étant un moment très sobre, mais finalement, est-ce qu'on peut faire la lecture comme ça? Mais une chose est sûre, il y a des choses à dire sur cette prestation de serment. On va commencer d'ailleurs par, je ne sais pas, Alain Toussaint. Je vais commencer par le chauffer un tout petit peu. Alain Toussaint... Pourquoi moi? Non, vous êtes à ma droite, donc en général, vous avez tout ce qui est bien. 31 octobre, ils insistaient pour dire c'est une date constitutionnelle, on veut la respecter. Et même pour la date de prestation de serment, on a tenu à respecter cette date constitutionnelle. Oui, je pense que cela allait de soi. La date du 31 octobre était problématique du point de vue des opposants qui souhaitaient ou qui exigeaient un report de l'élection présidentielle. Et le président a tenu à ce que l'élection se tienne à cette date-là, mais surtout la commission électorale indépendante. Et selon la Constitution, la prestation de serment doit se tenir au deuxième lundi du mois de décembre. Donc je pense que c'est plutôt dans l'ordre des choses. Oui. Absolument, un autre pari réussi. C'est la logique des choses. Ouais. Edith Broubleu? Oui, et il faut surtout noter la présence des personnalités, de certaines personnalités, notamment des chefs d'État de la sous-région et de certains pays d'Afrique de l'Est qui ont fait le déplacement, et même d'anciens présidents qui se sont présentés, tu veux? Absolument. Oui. Non, mais je voulais évoquer ce point-là en disant que c'était aussi, ça faisait partie de la bataille diplomatique, pour dire, bon, déjà quand les résultats avaient été annoncés, tout de suite on a vu sur les réseaux sociaux, on a remarqué le nombre de félicitations, peut-être qu'il avait été boudé par ses pairs, bon, l'investiture allait peut-être marquer de grands absents. Oui. Et donc, il y a eu beaucoup de supputations en fait sur le fait que certains ne se soient pas tout de suite exprimés en termes de félicitations pour son élection. Donc il y a eu beaucoup de réflexions, d'interprétations là-dessus. Mais finalement, la plupart se sont déplacés, dont notamment le président du Bénin, Patrice Talon, C'est pas lui qui vous a ramené la tenue. Hein. Ah non, pas du tout. Très bien. Bon, peut-être que j'aurais aimé. Patrice Talon, Roch-Marc Kaboré du Burkina Faso, et également, surtout, la présidente de l'Éthiopie, la première femme présidente d'Éthiopie, si je prononce bien son nom, hein, Saleh Work Zouédé, qui était également présente, et Sassou Nguesso, Georges Weah et bien d'autres. Ah ouais. Et on avait également Nicolas Sarkozy, ancien président français, qui a marqué de sa présence cet événement. Pourquoi tu rigoles? Entre deux procès. Effectivement, il faut noter que son procès s'est achevé ce jeudi, le jeudi passé, donc le jeudi 10 décembre, et le tribunal a mis sa décision délibérée pour le 1er mars 2021. Il avait le temps de venir en Côte d'Ivoire. Donc il a le temps de se déplacer pour venir en Côte d'Ivoire. On parle de toutes ces présences, mais on oublie de parler justement de quelques absences qu'on a pu remarquer qui sont même locales, hein, on va dire, donc notamment celle du président Bédié. On ne l'a pas vu. On n'a pas vu de nombreux acteurs donc, de l'opposition. J'ai même envie de dire, voilà. Pas étonnant. Pas étonnant. Pas étonnant, effectivement, mais bon, je suis pas d'accord. ça reste la Côte d'Ivoire. Non, mais moi je trouve que c'est une... J'ai même envie de dire, est-ce que c'était pas... Je pose ça, je présente la situation à l'interrogatif. Est-ce que ce n'était pas prévisible pour une question de cohérence même dans la démarche? C'est justement, il fallait surprendre... tous ceux qui prédisaient cela. Parce que moi, je pense qu'il faut... Qu'est-ce qui gagnerait? Non, mais ce qui gagnerait, je pense qu'il faut un moment où on peut rentrer dans une sorte un rendez-vous politique qui réunit un peu la nation. Parce que la prestation de serment, quoi qu'il en soit, ce n'est pas lié, on va dire, à Alassane Ouattara. Je dis, c'est un rendez-vous qui est constitutionnel. Je pense que ça peut marquer le coup, vu qu'on veut de toutes les façons discuter avec Alassane Ouattara. Donc, je pense que c'est aussi un bon moment. Je pense que s'ils avaient reçu une invitation, ils se seraient déplacés. Non, je pense même qu'ils ont dû. Alors qu'il y a d'abord un préalable qui a été mis en place par rapport à une négociation, un dialogue national. Même si ils avaient été invités. Non. Laisse-moi finir. Un dialogue national qui a été demandé avec des partis beaucoup plus élargis au niveau de l'opposition, avec des préalables qui ont été mis sur la table. Donc, est-ce que tu penses que même avec une invitation qui serait venue du parti au pouvoir ou de la présidence pour assister à la cérémonie, est-ce que tu penses que l'opposition se serait déplacée? En tout cas, les représentants de l'opposition se seraient déplacés. Mais pourquoi pas? L'investiture n'est pas la fête nationale. Voilà. À la fête nationale, on peut supposer que toutes les forces vives de la nation, les politiques, la société civile, tous ceux qui font vivre le pays soient invités. Mais l'investiture, on l'a vu déjà avec les invitations envoyées par les chefs d'État qui sont venus, les représentants du gouvernement,
généralement, ce sont les amis proches du président Ouattara. Maintenant, il n'y a aucun caractère obligatoire pour les uns et pour les autres. Personne ne parle d'obligation. Voilà. On ne parle pas d'obligation. Moi, on parle de saisir un moment. Non, je pense alors pas. qu'on sort d'une situation. Faisons de la politique. On va toujours rester dans l'émotion. Faisons de la politique. Mais ce n'est pas l'émotion. On sort d'un moment comme celui-là. Ce n'est pas l'émotion. Est-ce que ça n'aurait pas été une belle image? Mais on connaît déjà la réponse. Déjà, on a... Pardon, Brice, mais il m'a semblé lire dans les médias 72 heures avant que le président Bédié aurait décliné une invitation. Donc je suppose qu'en tant que tête de file de l'opposition, les autres amis de Bédié, du président Bédié, pardon, auraient eux aussi décliné l'invitation. Mais c'est justement ce que je condamne. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour dire je m'attendais à ce qu'ils ne viennent pas. Je dis juste que le fait qu'ils ne soient pas venus, moi je trouve que c'est un rendez-vous manqué. Mais je pense parce que je pense que ça aurait pu être une bonne occasion d'envoyer un message. Alain a dit ce n'est pas une fête nationale. Ce n'est pas une fête nationale, mais ça concerne la nation. Parce qu'au cours de cette cérémonie, il y a un message qui est décerné à la nation, qui est adressé à la nation. Mais allons-y s'il vous plaît. Allons-y même si je peux finir mon propos, Brice, l'idée est de dire que ça reste la même Côte d'Ivoire, avec tous ses acteurs. Donc quand on parle d'investiture du président de la Côte d'Ivoire... Kakabe y était en tant que compétiteur du président Ouattara, les autres ayant boycotté. Et puis c'est la logique. Mais dès lors qu'ils ne vont pas aux élections, oui, c'est la cohérence. Voilà. Ils boycottent l'élection, ils ne vont pas aller à l'investiture qui a été proclamée vainqueur. On n'est plus au stade. On n'est plus S'il vous plaît, on ne parle pas tous ensemble. On ne parle pas tous ensemble. Moi, je me lève un beau matin, je crée le dialogue national. Le fameux dialogue national qui doit bien évidemment avoir un autre acteur qui fait son investiture. Ça n'a pas encore commencé. Excusez-moi, si je ne viens pas déjà là pour ouvrir la porte de ce dialogue national... Ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est l'amalgame que tu fais. Oui. Moi, je pense que ceux qui auraient véritablement dû, je ne dis pas pu, mais dû être invités, ce sont les jeunes Ivoiriens. Nous avons 31 régions et 2 districts. Ouais. On aurait pu inviter 5 ou 10 enfants par région pour leur montrer comment fonctionne la société politique en Côte d'Ivoire, comment fonctionnent les institutions, etc. Ceux-là auraient mérité d'être... Non, on n'est pas dans autre chose. On est dans l'éducation civique. Oui, on est dans l'éducation qui n'a rien à voir. La dernière fois, on parlait des jeunes. Ben non, si ça a quelque chose à voir, c'est quand même l'éducation à l'apprentissage et à la compréhension, à la connaissance des institutions. Ceux-là, oui. Mais vous n'allez pas demander à ceux qui ont boudé un processus électoral d'aller s'asseoir au palais présidentiel le jour où l'adversaire qu'ils combattent depuis des années prête serment et on sait dans quelles conditions ils ne sont pas allés aux élections. Donc je pense qu'il ne faut pas gaspiller son énergie à ça. Vous parlez du dialogue national. Oui. Ben, dans quelques jours, ce dialogue-là va commencer et alors ceux qui veulent bien dialoguer avec le gouvernement iront à ce dialogue-là. Alors que vous parlez de cohérence. C'est quoi la cohérence? Le problème, c'est qu'on n'est plus au stade de ce boycott-là, justement. Ce débat-là. Il y a un dialogue qui a été ouvert. Il y a une main qui a été tendue. Il y a des préalables. Jours de cette investiture, le président Bédié avait encore réitéré savoir qu'il n'irait pas à cette cérémonie. Il a même réitéré. Vous me rejoignez parce que moi je dis qu'il ait réitéré. Moi je ne dis pas le contraire. Je dis juste que je condamne cette façon de faire. Enfin, je ne sais pas si on se comprend. Je m'attendais à ce moment-là. Je dis juste que dans le meilleur des mondes ou dans la meilleure des Côtes d'Ivoire signé André Bois, il aurait souhaité que le président Bédié... Non, pas que j'aurais souhaité. Pour moi, c'est une question de cohérence. On ne peut pas, à quelques jours même de l'investiture... Attends, le rendez-vous, enfin, le propos du président Bédié concernant le dialogue politique ou le dialogue national, pourquoi il le lance à ce moment-là, avant l'investiture de Ouattara? C'est aussi en politique, les choses comptent. Quand vous lancez un message comme ça, c'est pour que, justement, l'ensemble de la nation puisse vous suivre. Mais André, vous demandez... Moi, je ne suis pas d'accord avec Bédié. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que vous épousiez ma fille. Vous me demandez d'être le témoin de ce mariage. Évidemment, le président Bédié n'a pas envie d'y assister parce qu'il imagine même les commentaires. Sauf que vous me dites, après le mariage, restons dans votre image, vous me dites, après, une fois que vous aurez épousé ma fille à la cérémonie, tout et tout, rejoignez-moi chez moi, on va discuter, c'est ça? Oui. Alors André, c'est une façon de faire. André. C'est une question de taille. André, tout ça, s'il vous plaît. Dans la déclaration que le président Bédié a faite l'autre jour, vers la fin de son propos, il laissait entendre qu'il ne reconnaissait pas la légitimité du président Ouattara. Ce que vous dénonciez, rappelez-vous. Je l'ai dénoncé, donc non, moi je fais juste de l'analyse pour vous dire que les actes qui sont posés aujourd'hui sont en lien avec... Parce qu'on parle de cohérence. Voilà, c'est de la cohérence. Donc il ne peut pas, comme on dit, refuser de reconnaître une élection où la personne qui incarne les institutions aujourd'hui et aller s'asseoir au palais. Et j'imagine que les autres responsables politiques qui sont dans la même ligue de l'opposition avec lui sont sur la même ligne. Ouais. Voilà, c'est juste le sens de mon propos. Très bien. Naturellement. Est-ce que je peux réagir par rapport à ça? Mais tu as tout le temps. Enfin, on n'a pas le temps, juste le temps de l'émission. Mais je termine. Maintenant, c'est vrai
dans le cadre du dialogue national dont il a parlé, qui est en fait un dialogue politique et auquel le président Ouattara lui-même a répondu aujourd'hui, il eût été intéressant qu'il soit là-bas. Mais la logique politique veut qu'il soit sur la même ligne du refus. Et sans doute que lorsque le dialogue s'ouvrira, alors les opposants auront d'autres occasions peut-être de fréquenter le gouvernement. Est-ce que, André, pour revenir à vous, est-ce que, pour essayer de concilier vos positions, est-ce qu'on n'est pas dans une question de timing? Est-ce que cette présence-là, peut-être le dialogue national interviendrait avant, peut-être que ça justifierait la présence du président Bédié à une éventuelle investiture, le dialogue n'est pas intervenu, il est encore dans sa position, sur sa position? Moi, je n'ai pas souvenance que lors de l'investiture d'Emmanuel Macron, il y avait... comment elle s'appelle déjà, Marine Le Pen, je n'ai pas souvenance de ça. Mais je dis que, moi, voilà. je suis... Non, une fois que je dis ça, moi je contextualise les choses. Je dis, on est dans une situation où, quand même, reconnaissez qu'on est obligé, nos pays... On a compris, mais il y a eu... Mais vous avez pris un bel exemple. Il y a le principe, de réalité. Je suis conscient que tous les opposants ne sont pas assis à la Maison-Blanche le jour de l'investiture. C'est évidemment. Mais ce que je dis, c'est que quand on est dans un contexte comme celui-là, et qu'avant un événement aussi important, on appelle au dialogue. Je dis, il y a des signes qu'on pourrait envoyer. Oui, moi, j'ai approuvé le discours, contrairement à ce que vous disiez la dernière fois. Moi, j'ai approuvé le discours de Bédié, je l'ai dit ici, parce que je m'attendais à une suite qui permettrait justement encore de sourire, de dire que, voilà, moi, c'est ça c'est que vous n'avez pas saisi la substance de son discours. Il est dans une résistance, dans une forme de rébellion à l'égard des institutions, et tout ce qui peut être l'incarnation de son opposition, il est dans cette dynamique-là. Donc il y a un principe de réalité qui fait qu'aujourd'hui, logiquement, le président Bédié et ses alliés politiques ne pouvaient pas faire le déplacement du palais présidentiel. La plupart des observateurs ils n'ont pas été surpris de son absence à cette cérémonie. Et André, sachant en plus que la plupart de ses collègues politiques sont emprisonnés en ce moment. Exactement. Donc, le message qu'on va envoyer, on parle de réconciliation, c'est vrai, mais le dialogue politique peut se tenir, le dialogue national peut se tenir après l'investiture, mais l'investiture, c'est le moment aussi du président qui est Comment on aurait interprété sa présence, peut-être comme étant la validation. N'oublions pas que depuis un moment, il y a certaines élections qui finissent toujours en bagarre. Et chaque fois, c'est une répétition. Vous allez voir, quand Laurent Gbagbo prêtait serment, c'est vrai, on me dira, effectivement, les opposants ne sont pas là, mais je veux dire, ça a été toujours ça. On ne reconnaît pas son pouvoir jusqu'à la fin. Il prête serment, on ne le reconnaît pas. Et puis 2 mois après, je dis qu'à un instant, il faut changer ça. C'est ce que je suis en train de dire. Mais on vous comprend. C'est ce qu'on appelle le turnover. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que dans le meilleur des mondes que vous imaginez pour la Côte d'Ivoire, il y a ce genre de scénario. Voilà. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas André Bois qui fait. Et puis, tout à l'heure, Alain me disait à l'analyse... Et on termine là-dessus. Et on termine là-dessus. Il disait que non, ce sont les amis de Ouattara qui sont venus. Mais bien heureusement, il faut qu'il ait des amis pour venir le soutenir. Parce que moi, évidemment, quand je vais faire mon investiture, je ne sais pas à quel titre, mais j'aimerais bien que mes copains arrivent, viennent me soutenir, me dire que vraiment, écoutez, durant toute votre action, nous serons là. Et moi, j'apprécie cela. J'apprécie que ces amis soient là, qui viennent du Burkina, du Bénin ou d'ailleurs. Et je pense que c'est une bonne chose. Oui. Mais les politiciens n'ont pas d'amis, ils ont surtout des intérêts, en tout cas les pays, en général. Merci Edith. Bon. Qu'est-ce que tu réponds ? Je dis simplement que Goodluck Jonathan n'est pas au pouvoir, Sarkozy n'est pas au pouvoir, l'ancien président... Mais ils sont venus, ça veut dire que c'est des amis, voilà. Ils ont gardé de bonnes relations. C'est pas que des intérêts, peut-être. Voilà. Ça peut ne pas être des intérêts officiels, André. Ça peut ne pas être des intérêts officiels. Sur le coup, j'avoue que je vais avoir un buzzer, s'il vous plaît. On va me donner un petit buzzer la prochaine fois. Donc, dans les débats, quand quelqu'un il a dit, il a pas... Là, pour le coup, bon, vous avez quelque chose d'important. On va s'intéresser à des moments forts de cette cérémonie, notamment l'intervention du Conseil constitutionnel qu'on va voir à présent. Nous voici au terme d'un processus électoral qui a fait couler beaucoup d'encre, de salive, de larmes et même, hélas, beaucoup de sang. Trop de sang, devrais-je dire. Mais il en a été ainsi parce qu'un débat fondamentalement juridique et d'une technicité suffisamment pointue pour diviser même les spécialistes de cette question, de cette matière, a quitté son domaine naturel, le droit, notamment le droit constitutionnel, pour investir un autre champ et devenir de ce fait
un débat politique. Chacun y est donc allé de son interprétation, depuis les professeurs titulaires de la chaire de droit constitutionnel jusqu'à ceux qui ne possèdent comme seul diplôme que leur acte de naissance. Une déclaration du Conseil constitutionnel qui n'a pas manqué de retenir l'attention des uns et des autres. Du président Du Conseil constitutionnel, qui parlait au nom du Conseil constitutionnel. Bien sûr, effectivement. D'accord, ok. Commenter André Bois, Alain Toussaint, rien à dire? On commence par les dents ou bien je me jette à l'eau? Non, je vais démarrer. Vas-y, après. Non, je trouve que les propos ont été, en tout cas à mon avis, ont été assez forts. Surtout ce dernier extrait, si je reprends, certains Ivoiriens se sont invités dans le débat constitutionnel alors qu'ils n'ont pour seul diplôme leur acte de naissance. Est-ce que c'est une manière de... Non, c'est pas ce qu'il a dit. Oui. Attention. Non, je prends le dernier paragraphe. Ah oui, parce que oui, si bien on sûr, prend un non, bout, je on ne va prends pas pas l'ensemble. comprendre. Je ne prends pas Ouais. l'ensemble parce que c'est Morceau cette partie qui a fait surtout réagir les observateurs Bon, allons-y nationaux. avant la Les réaction. observateurs nationaux. Donc je vous garde et Bien sûr, non, pour la quelques le minutes. dernier extrait. Mais je vais dire, avant la réaction des uns et des autres, analysons globalement l'intervention donc, du président du Conseil constitutionnel. Alors, je pense qu'on va aller droit au but. Oui. La tonalité de son propos, j'attendais le propos d'un juriste, j'ai entendu celui d'un politicien. Souvent, on fait le reproche au Conseil constitutionnel ivoirien, on dit sous le vernis du droit, il y a la politique. Et puis, c'est quoi cette histoire de citoyenneté à deux vitesses? Parce qu'il crée une citoyenneté de classe qui ferait que ceux qui n'ont pour haut diplôme, comme il l'a dit... Non, je ne suis pas d'accord. André, La phrase est co-inscrite là. Non, bon, Chacun y est allé de son on peut voir depuis la le phrase, André. professeur... Ouais, allez-y. Depuis le professeur, c'est-à-dire que déjà, il y a une catégorie d'Ivoiriens, c'est bien écrit, enfin, je n'ai pas bien lu tout, je retiens. Depuis le Ce n'est pas le professeur rôle. jusqu'au citoyen Le qui Conseil n'a pour seul constitutionnel diplôme doit qu'un garantir. extrait. Bon, d'accord. On va retenir le mot. Le Conseil constitutionnel dit la loi, mais je veux dire, il ne rentre pas dans ses interprétations. Voilà. N'importe quel Il a Ivoirien a le catégorisé droit... les citoyens Oui. et le dernier propos qu'il a tenu, parce que c'est ce qui a été retenu d'ailleurs sur, C'est ce que vous voulez retenir. sur les réseaux sociaux, bien par les l'ironie. observateurs, Le et on l'acte voit de le naissance, propos c'est pas même un diplôme, en vrai. qui s'affiche. Non, Les non, électeurs, On va terminer, Alain Toussaint, laissons Alain on va laisser terminer. Alain terminer, s'il vous plaît. ceux qui ont voté, Ouais. il y a toutes les classes sociales, socio-professionnelles de notre pays. De celui qui sait lire à celui qui a le plus haut diplôme, sans doute dans le Et pays. ceux qui n'ont pas de Voilà, ceux qui n'ont pas de Très diplôme. Et ce n'est pas la mission ou le rôle d'un patron de conseil constitutionnel de faire une catégorisation des citoyens en déniant, c'est ce que j'ai compris, le droit à ceux qui n'ont pas de diplôme de commenter, de s'imposer. Alors que quand ils vont voter, on ne leur demande pas leur diplôme. Quand ils s'inscrivent sur la liste électorale, on ne leur demande pas. Donc là, il a créé une citoyenneté de classe, voilà, qui donnerait peut-être le droit aux seuls intellectuels ou aux seules personnes éduquées, du point de vue de ceux qui sont allés à l'école, le droit donc de pouvoir se mêler au débat qui concerne la vie de la nation. Déjà, je voudrais dire que l'interprétation me paraît quand même pas du tout correspondre à ce que le président du Conseil constitutionnel a dit. La phrase est très claire. C'est écrit. On va laisser, Je vous ai écouté. La phrase est très claire. Il dit bien que tout le monde y est allé de son commentaire, depuis le professeur d'université au simple citoyen, et ça existe, qui n'a pour seul diplôme que son extrait de naissance. Donc voilà. Oui, mais je veux c'est dire, méprisant. Depuis Est-ce quand que l'extrait ça veut de dire- naissance est un diplôme? Mais est-ce que l'extrait de naissance est un diplôme? Alain- L'extrait de naissance est-il un diplôme déjà? C'est Non, méprisant, Alain André. Toussaint, Mais on c'est va laisser méprisant, Alain ça. terminer, s'il vous plaît. Je vous ai écouté. Non, parce que quand on est dans l'image, il ne faut pas non plus faire croire que c'est une image qu'il a Non, utilisée. ce n'est Mais pas je une viens. image, mais elle est Non, méprisante. c'est comme quand on dit ceux qui ont pour seul diplôme qu'un permis de conduire. Et pourtant, le permis de conduire, ce n'est pas un diplôme. Si c'est un diplôme, ça permet de travailler. Non, mais- Le permis de Non, conduire je Je pense permet de que, travailler. ce qu'on veut montrer, en Écoutez, fait, ici, écoutez-moi c'est le quand même, à un instant, sarcasme. À mon c'est avis, pas- c'est le sarcasme de cette partie, en tout cas, du Bon, propos. je vais malheureusement, je vais vous demander de laisser André Bois parler Oui. pendant 30 secondes, sans Alors, l'interrompre. maintenant, une fois qu'on n'est pas d'accord, vous et moi, sur l'expression qu'il a employée, mais je voulais dire que la Constitution elle-même catégorise les citoyens. La Constitution que le simple citoyen a votée dit qu'il n'y a que le Conseil constitutionnel qui est juge
justement des affaires de la Constitution qu'on lui oppose. Et ça, vraiment, peut-être que ce n'est pas de la catégorisation. Ça peut être dur, non, je viens, ça peut être dur de dire ça, mission, mais bien sûr. tout. Mais bien sûr, si. Mais La Constitution ne me permet pas, moi, simple citoyen, de juger de la constitutionnalité d'une loi. Elle permet... Mais qui a dit que le débat portait sur la constitutionnalité? Mais bien sûr. Le citoyen a le droit de se bien prononcer sûr. sur la vie de la nation. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu un débat sur un certain nombre de sujets qui concernent le pays. Ce n'est pas une question de... Bien entendu, ce n'est pas M. Alain ou M. Bois ou un autre qui valide un processus. Mais on a quand même le droit, c'est inscrit, la liberté d'expression, le droit au débat public. Attendez, c'est quand même le minimum. Mais bien sûr, Toussaint Alain, vous faites évidemment, là encore, de mon point de vue, une confusion. Pour ce qui concerne les actions du Conseil constitutionnel, c'est une catégorisation. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel est le seul à pouvoir nous dire. C'est ça le truc. Et ça, pour moi, c'est une évidence. Et donc, les autres acteurs de la société, qu'ils soient André Bois ou autres, en réalité, n'ont pas à commenter les actes du Conseil constitutionnel. C'est clair, c'est juridique. Un point pour envoyer un juriste, il va vous le dire. C'est pour ça qu'on nous dit souvent, on ne commande pas une décision de justice. Donc tout ce débat qui avait lieu, il servait à quoi alors? Mais une fois que le débat est politique, évidemment que c'est un débat, tout le monde peut s'en saisir. Mais c'est ce que les citoyens font. Que le président du Conseil constitutionnel dise qu'on en a fait un débat qui nous a blessés, alors que ce débat-là était réservé au Conseil constitutionnel, je trouve qu'il a raison. Non, il n'y a pas de chasse gardée. Je veux dire, dès lors que le débat est sur la place publique, on a même entendu des anciens ministres accorder des interviews dans les médias. Ceux même qui ont rédigé cette constitution, la nouvelle de 2016, également étaient dans les médias. Donc, je veux dire, les journaux, la presse écrite, la radio, les médias nationaux et internationaux en ont parlé. Et le citoyen qui consomme les médias a quand même le droit de Alors, il y a un mot qui est très intéressant dans ce que nous lisons et dans ce que nous faisons, c'est l'interprétation. Monsieur Alain Toussaint, monsieur André Bois et tout le monde sur le plateau parlent de son interprétation de ce que disait tout à l'heure le président du Conseil constitutionnel. Lui-même, qui décriait l'interprétation que les uns et les autres avaient fait de ces trucs. Donc, allez, on va évoluer sur le point d'interprétation, s'il vous plaît. Non, rapidement. Sinon, on va rester à interpréter. Non, rapidement. Oui, je note en tout cas que son discours, et qui de mémoire est peut-être l'un des premiers, en tout cas qu'on entend d'un président du Conseil constitutionnel lors d'une investiture, avait peut-être pour but aussi de redorer l'image et le blason de l'ensemble des 7 membres du Conseil constitutionnel. Qui ont été sévèrement critiqués. Et il a dit, honneur bafoué, leur seul tort est de ne pas avoir fait mieux que Dieu. Donc, essayer de redorer leur blason. Alors, point important, donc, on a dit, concernant l'articulation de cette cérémonie, l'intervention du Conseil constitutionnel, qui a donc été assez relayée sur les réseaux sociaux, interprétée différemment. D'ailleurs, ça continue de susciter le débat. Donc, chacun poursuit chez lui selon son interprétation. Il y a aussi la prestation de serment, la remise du grand collier de l'ordre et l'adresse solennelle du président de la République, premier discours du nouveau quinquennat, ainsi que les honneurs militaires. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc, comme grand point. Sans oublier la prestation de serment, qui est une innovation sur la Constitution. Oui. J'avais dit prestation de serment. Ah, ok, d'accord. Okay. On commente ça ou c'est bon, on donne juste l'information? Si vous me promettez. On sera très court. On sera très court. Non, l'image est belle. Pour ceux qui ont écrit, en tout cas, qui nous ont proposé cette Constitution, c'est une belle image de voir un président prêter serment sur une Constitution. Mais on se pose toujours la question, ce fameux document, est-ce qu'on va le respecter de bout en bout? Oui, ben voilà. On va le respecter pour une fois, vous avez réussi à avoir son approbation. Voilà. Excellente image, mais vraiment, ça veut dire qu'on s'est donné pour mission et pour ambition de la respecter jusqu'au bout, cette Constitution. Et d'en être le garant, d'ailleurs. Mais ce qui n'empêche pas qu'elle peut être modifiée. Oui, il faut qu'elle soit modifiée en accord avec toute la représentation nationale. Oui, bien sûr. Et en accord avec la Constitution, puisque c'est prévu également. Ouais, et je pense que c'est d'ailleurs ce que le président du Conseil constitutionnel a voulu faire savoir, a voulu faire véhiculer en disant que ce qui est d'ordre du droit constitutionnel reste au droit constitutionnel et ce qui est d'ordre du débat politique reste au débat politique. Et ce que j'ai bien aimé également, c'est que cette... Vous m'avez promis. Hein. Oui, je fais rapidement. Cette Constitution qui est assez solennelle, en tout cas ce document, c'est un classeur. Et chaque chaque article est représenté sur une page. Et cette constitution, en tout cas ce classeur, ne servira uniquement que pour les prestations de serment de président en Côte d'Ivoire. Décryptage de l'investiture du président Ouattara qui s'est tenu aujourd'hui. On a abordé les questions
qu'on pouvait qualifier peut-être de forme, sur qu'est-ce qui a été dit, comment ça a été dit, sur qui était présent, qui n'était pas. Voilà. Et cette fois, on va s'intéresser aux engagements pour ce quinquennat, pour ce nouveau quinquennat. Eh bien, le premier engagement, donc, c'est le point de l'éducation, de la formation des emplois des jeunes. C'est une priorité, a-t-on noté, et que nous allons voir d'ailleurs en vidéo. La priorité de notre action sera centrée sur l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. Je réaffirme mon engagement en faveur de l'école obligatoire et la gratuité de l'école publique pour les enfants de 6 à 16 ans. Afin de lever tous les obstacles à la mise en œuvre complète de cet engagement, j'ai décidé que pour compter de janvier 2021, le gouvernement et les collectivités locales prendront en charge les frais COGES, les frais des comités de gestion des établissements scolaires. Oui, les fameux frais COGES, qui sont jusque-là supportés par les parents d'élèves dans le primaire et le secondaire. L'éducation est un droit inaliénable. Je ne ménagerai donc aucun effort pour préserver et garantir ce droit fondamental. Nous veillerons également à ce que la transformation structurelle de notre économie soit créatrice de plus d'emplois pour nos jeunes diplômés. Nous allons multiplier sur l'étendue du territoire national les centres de formation professionnelle afin d'offrir une seconde chance à nos jeunes sortis trop tôt du système scolaire, mais désireux d'apprendre un métier ou de se diriger vers l'auto-emploi. Nous devons assurer une meilleure adéquation des formations dispensées dans nos écoles et universités avec les opportunités d'emploi dans le secteur privé. Ben, c'est le point, hein, on l'a dit, hein, au niveau des engagements pour le quinquennat, le point de l'éducation, sur l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. Alors, messieurs, mesdames, sur le plateau, je vais vous poser une question qui va être très très bien, je pense. L'avez-vous cru? On ne demande qu'à voir, tout simplement. Le plus important, c'est les engagements qui sont pris. Est-ce que ces engagements seront effectivement tenus? On parle de l'école gratuite et l'école obligatoire de 6 à 16 ans. Je pense que c'est déjà effectif. Maintenant, après, est-ce que dans le suivi, est-ce que c'est réellement le cas? Il a également parlé de l'adéquation, formation et emploi. On en a beaucoup parlé sur ce plateau avec des invités, des experts. Et je pense que régulièrement, les jeunes en parlent également. Donc, ça sera certainement le cas parce que de toute façon, il y a un ministère de l'emploi jeune qui s'occupe de ce volet, mais peut-être faut-il beaucoup plus accentuer sur ce Je vous ai posé la question parce qu'il y a des points qui ont été rajoutés à ce qu'on avait peut-être l'habitude d'entendre. C'est pour dire qu'il a peut-être semblé plus convaincant parce que des points ont été plus précis. Faire par exemple de l'emploi une priorité. Moi j'y crois à ce discours et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'on a vu dans le premier mandat, justement dans son programme, il y avait justement ce volet éducation-là, mais aujourd'hui on a l'impression qu'il en parle déjà comme une priorité, mais que ça se base sur des besoins bien précis qui ont été entendus et justement ça vient un peu comme une réponse justement à des cris de cœur. On sait qu'aujourd'hui l'éducation c'est un socle pour le développement justement de ce pays. C'est l'avenir du pays. L'adéquation formation-emploi, c'est un besoin qui se fait sentir sur le marché du travail aujourd'hui. Donc on voit bien que chaque point est précisément une réponse à un besoin qui a été crié depuis un moment. Donc moi j'y crois à ce Alain Toussaint, en faire une priorité. Oui, je pense que c'est essentiel. Le président Ouattara lui-même, durant la campagne, avait beaucoup parlé de la jeunesse, en disant que les 5 années de son prochain mandat seraient en tout cas dévouées à la cause de la jeunesse. Et je pense qu'il a confirmé cela dans un discours important, quand même le jour de l'investiture. Donc c'est un engagement très fort. Lorsqu'il parle par exemple de la suppression des frais COGES, la gratuité jusqu'à 16 ans, c'est un peu comme un serpent de mer parce qu'en fait,
on s'est parfois demandé, ou souvent demandé, si l'école était vraiment gratuite en Côte d'Ivoire, puisque vous inscrivez votre enfant et puis chaque mois, vous avez tel ou tel frais annexes à payer. Donc, il faut de la clarté. Et on espère que elle est prise en charge par le gouvernement. Oui, voilà. Maintenant, avec quels moyens? Parce qu'on a vu, l'autre fois, on a évoqué cela dans cette émission, le budget du pôle éducation-formation tournait autour de 1100 milliards ou 1300 milliards de CFA, donc pour 2021. On verra comment l'État va financer cette mesure. Alors c'est ça le réel problème, c'est la mise en pratique justement de toutes ces résolutions. On suppose que cette mise en pratique-là prendra effet, parce que déjà pour l'école, il y a déjà des parents qui ont payé les frais COGES. Est-ce qu'ils seront... Est-ce que c'est rétroactif? Est-ce qu'ils seront remboursés? Oui, je ne pense pas que ce soit rétroactif. Non. Non, mais s'il faut... Il y a 5 ans, en fait. C'est pour le quinquennat, en fait. S'il faut répondre à la question de Brice, bon, le moment, parce qu'on le sait, Toussaint, tout à l'heure, parlait de la fête de l'indépendance. Là, comme ça, à l'investiture, il y a un discours à la nation. Ça peut tenir lieu de discours-programme. Donc Bien voilà, le moment même fait que, je ne vais pas dire on est obligé, mais le président est amené à nous convaincre, parce que le moment est un instant important. Et pour dire simplement comme ça, quand il annonce une chose, un homme politique, en plus de sa stature, un homme d'État, c'est que dans les faits, nous allons évidemment nous poser la question de savoir comment les choses se mettent en place. Ce qui est important, moi, dans ce discours-là sur les frais COGES, ça fait longtemps enfin, plusieurs acteurs s'en plaignent, etc. Et donc, c'est une bonne chose qu'on vienne nous dire aujourd'hui, un peu plus de clarté, pour utiliser le mot de Toussaint Alain, sur la question des COGES. Il ne s'agit pas de les supprimer, parce que ils ont défendu, j'ai entendu des responsables de l'éducation nationale dire que non, nous, les COGES, simplement, oublions les frais, permettent aux parents d'élèves d'être au cœur de la gestion de l'établissement. Alors, justement, c'est dit, les frais COGES ne sont pas supprimés, ils sont juste pris en charge par le gouvernement et les collectivités locales à partir de janvier 2021. Oui. Donc, par exemple, l'autre idée intéressante, c'est qu'on va renforcer un peu plus les collectivités locales. On parle de décentralisation depuis, mais ce n'est pas normal que ce soit le ministère de l'Éducation nationale qui vienne nous parler d'écoles primaires, de petite enfance, alors qu'il y a une mairie. Voilà, il faut à un moment faire vivre la décentralisation dans notre pays. Et c'est ça vraiment, moi je me dis, le président, en nous disant ça, c'est qu'il prend un engagement fort et évidemment, il a intérêt à s'y tenir. Et pour les sceptiques, c'était un engagement, comme il y en avait d'autres qui avaient été pris lors des précédentes prestations de serment. Quelle est la différence aujourd'hui? C'est peut-être de ça qu'on va parler. Oui, quand tu dis quelle est la différence, bon, c'est un nouveau mandat, donc il y a également, comme on a parlé de ses amis, de ses acteurs qui également l'accompagnent, toutes les institutions internationales auprès de qui la Côte d'Ivoire fait régulièrement des demandes de prêts comme l'Eurobond ou... Est-ce que je parle un tout petit peu du transfert, par exemple, de la capitale? Oui, non, tous ces points. Moi, je veux rapidement m'attarder rapidement sur le financement de ce programme qui est axé sur les jeunes et sur l'emploi, sur la formation. Et on a dans de nombreuses interviews, rencontres, on a décrit le fait qu'il y a un déficit au niveau du capital humain pour tout ce qui concerne les industries et même les entreprises qui ont du mal à trouver des ressources humaines qualifiées et surtout qui permettent de pouvoir avoir des personnes qui sont prêtes à l'emploi. On parle de chômage. On parle de jeunes qui n'arrivent pas à pouvoir s'insérer dans le tissu économique parce que leurs formations sont antidatées et ne permettent pas de satisfaire le marché de l'emploi et des entreprises du secteur privé. Le président a parlé de son engagement également à soutenir le secteur privé et à faire de telle sorte que le secteur privé puisse également travailler avec la formation professionnelle pour trouver des profils qualifiés. Je pense que, en tout cas, ça donne de l'espoir pour les jeunes qui, en ce moment, ont fini leurs études ou bien n'arrivent pas à trouver du travail. Mais dans les faits, est-ce que ça pourra effectivement se mettre en place? On l'espère, avec une équipe gouvernementale qui sera en tout cas choisie pour y arriver. Pour mettre à l'œuvre ce qui est dit. Je suis sûr, lorsqu'il avait promis qu'un dialogue serait initié avec le président Bédié, nous, sur ce plateau, on avait été peut-être un tout petit peu sceptiques en disant que c'était peut-être un engagement, une parole étant une parole, ce que ça valait. Mais on a vu peut-être quelques jours après que dans les faits, cette rencontre avait eu lieu. On va terminer par wait and see. Ça, on attend de voir. Deuxième point, concernant ces engagements, un renforcement de la lutte contre la corruption. C'est là où je suis sceptique. C'est là où vous êtes sceptique. Je le dis très rapidement. C'est là où je suis sceptique parce que c'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps.
c'est des engagements qui sont pris tous les jours. On ne voit pas forcément, enfin, on va dire, les résultats de ces engagements-là. Et je pense que dans la mise en pratique, quand on regarde le volet éducation, c'est vrai que ce sera compliqué, mais on sait que c'est réaliste. Mais quand on voit toute cette chaîne de corruption qui est faite, qui est déjà en place, on se demande comment est-ce que ça va se passer. Mais déjà, il y a un point qui est évoqué, renforcer on parle de renforcement. Oui. Ça veut dire qu'il y a déjà une lutte qui est menée. On s'est bien rendu compte que cette lutte-là avait besoin d'être renforcée. Justement, est-ce que le mot renforcement ne vient pas seulement pour rassurer, pour justement dire que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire? Renforcer, ça veut dire tout. Enfin, c'est relatif. C'est relatif. Viennent de là-haut. Je pense en tout cas pour que ça puisse s'imprimer vers le bas de la chaîne, parce qu'en général, on prend comme modèle ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, donc que ce soit les institutions, que ce soit l'administration, il faut que les modèles de façon exemplaire viennent de ce niveau. Alors, si bien sûr on a de sanctions, je veux revenir aux sanctions. Si, comme on le voit par exemple dans des pays comme le Rwanda, il y a des peines qui sont très lourdes, on parle de 20 ans d'emprisonnement dans le cadre d'un cas de corruption avéré dans le secteur de l'administration publique et même dans les entreprises privées. Si on essaie de donner des exemples en affichant le nom ou des personnes qui sont incriminées dans ces cas de corruption, ça va certainement agir comme une sorte de comment je pourrais appeler, d'avertisseur, d'exemple, en tout cas pour la population. Le problème va se poser quand ceux qui sont censés dénoncer la corruption sont eux-mêmes corrompus. Elle est sceptique. On ne peut pas lui en vouloir d'être sceptique, on ne peut pas lui en vouloir. Sur votre scepticisme, je viendrai moi-même à être sceptique de comment on peut analyser les choses. Parce que la politique, c'est quand même l'art de la parole, l'art aussi de prendre des engagements forts. Et c'est vrai, on va juger sur pièce. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je pense que le politique peut quand même prendre des engagements. Et ces engagements doivent être entendus par le pays. Mais pas seulement par le pays, nous, la population. Regardons, ça fait depuis quelques années, je pense que c'est sous le pouvoir ancien, ou je ne sais pas si c'est sous celui-là, qu'on a mis en place une haute autorité pour la bonne gouvernance. Oui. Je avec pense un numéro vert, même, avec des numéros verts, il y a même le Conseil national des droits de l'homme, on va attendre Amnesty International, alors qu'ils sont là. Il y a eu un Conseil national des droits de l'homme. Donc je veux dire, c'est vrai que le politique dit, nous désormais on veut sanctionner sévèrement la corruption. Ces services qui sont là, ces administrations qui fonctionnent, qui les empêche de travailler? Pourquoi vous ne prenez pas vos responsabilités? C'est facile à dire, André. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de statistiques, c'est facile à dire. C'est facile à quelqu'un qui disait où sont les stats. En termes de statistiques, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la corruption, déjà avec la lutte qui avait été engagée, a été à quel niveau de la corruption est dans ce pays? Est-ce qu'elle a reculé? Alors, la corruption a un tout petit peu reculé d'après Transparency International. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus, on ne fait pas un bond en avant. Mais on n'est pas non plus un pays qui est passé... De toute façon, les chiffres ne sont pas bons en matière de corruption en Côte d'Ivoire. Sur le Transparency International, qui est quand même une organisation reconnue, qui nous établit nos... Mais on reste quand même un pays où la corruption a encore, j'allais dire, pignon sur rue. On est tous d'accord. Mais est-ce qu'ici, le président de la République, ou en tout cas la principale autorité, doit baisser les bras? Son discours politique doit être un politique engagé, et je pense que c'est une bonne chose. Oui, je pense que la lutte contre la corruption dépendra du travail que va faire la justice. Parce que quand on parle de lutte contre la corruption, cela veut dire qu'il y a des sanctions, et l'institution qui délivre ou décerne les sanctions, c'est la justice. Est-ce qu'elle sera assez ferme et indépendante, impartiale, pour poursuivre ceux qui seraient accusés d'actes de corruption? Voilà, c'est cela l'enjeu. Donc le président de la République, quand il fait sa déclaration, il donne les grandes orientations. Dans les défis de son mandat, c'est-à-dire les 5 prochaines années, il fait de la lutte contre la corruption l'un de ses chevaux de bataille. Maintenant, il faut que les autres institutions puissent suivre, c'est-à-dire la justice, les services de police, d'enquête et autres, et puis bien entendu les citoyens. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, qu'il y a des numéros verts qui existent sur lesquels on peut appeler pour dénoncer des actes de corruption. Bon, il ne faut pas que ces numéros-là soient des simples gadgets. Voilà. Il faut qu'effectivement, la lutte contre la corruption soit une lutte qui est menée avec le volontarisme qu'il faut et avec la sincérité qu'il faut. Il ne faudra pas qu'il y ait une lutte contre la corruption à 2 vitesses où ceux qui sont les acteurs de ce type d'agissement
passent au travers des mailles du filet, et puis d'autres, par contre, parce qu'ils n'ont pas des relations dans le système politique ou judiciaire, tombent entre les mains de la police. Donc, tout dépendra. On est passé de 106e à 105e. Non, je veux dire, voilà, c'est pas un grand bond. Un tout petit pas. Un tout petit pas, mais en même temps aussi, il ne faut pas non plus tout le temps noircir le tableau, Brice. On ne va pas me dire là encore, je fais du chauvinisme. Mais tout à l'heure, tu citais Transparency International. On te dit qu'on est passé du 106e rang au 105e. Alors, donc on a fait un bond. Donc moi je dis, il ne faut pas noircir le tableau. Il faut chercher à savoir si on a fait ce bond parce que justement on a bien lutté ou parce qu'un autre pays a mal lutté. Non, je pense qu'il ne faut pas. C'est ça. Le meilleur, pas mal pour moi je veux réagir là-dessus pour dire qu'il n'y a pas que Transparency. Parce que quand on a les points au niveau de l'indice Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance, et que ce soit au niveau de la Banque mondiale, on prend quand même des points, ça veut dire qu'il y a des choses qui s'améliorent au niveau de la gouvernance. La bonne gouvernance, c'est aussi comment on gère les deniers publics, comment on permet justement... Mais il n'en demeure pas moins que la corruption reste encore un problème endémique dans nos pays africains. C'est pour ça que le président a fait cette déclaration. Mais on applaudit et on dit, reste à voir les résultats. Okay. Si la justice peut travailler en toute indépendance, alors ceux qui sont pris ou soupçonnés d'actes de corruption devront rendre des Rendez-vous au prochain classement, hein? Allez tout ça. Oui, déjà au prochain classement. Passer sans doute à la 104e place. Pour que nous apportons les points des différents engagements pour le quinquennat à venir. On a parlé de l'éducation, du renforcement de la lutte contre la corruption. Cette fois, intéressons-nous, messieurs et mesdames, au point concernant la transformation des matières premières. Une transformation par qui? Posons-nous la question, le privé ivoirien, les multinationales, comment cette transformation-là arriver à une transformation, donc je pense, locale des matières premières, sans se mettre à dos les multinationales, toutes ces questions-là méritent d'être posées. Oui, je pense que c'est déjà le cas. Depuis ces 5 dernières années, on a vu une véritable évolution en termes de transformation locale, principalement des ressources telles que le cacao, le café, l'anacarde également, avec des acteurs comme Mme Maxoube Touré qui a réussi à s'implanter dans ce secteur et à s'imposer même face à des multinationales. Donc il y a un effort qui a été mis en place depuis ces nombreuses années. On parle également d'Axel Emmanuel, également d'autres acteurs comme lui qui arrivent à transformer le chocolat de façon semi ou complète en tablettes de chocolat et à les exporter à l'étranger. Ont besoin d'un soutien. D'être soutenus par le patronat ivoirien, d'être soutenus par l'État de Côte d'Ivoire et que l'État de Côte d'Ivoire puisse multiplier ce type de profils qui viennent du secteur privé afin d'avoir des champions nationaux. Alors aujourd'hui, le président en fait tout un axe de son programme de gouvernance. C'est un bon point parce que oui, effectivement, la Côte d'Ivoire a besoin de pouvoir faire transformer ses matières premières, mais la question qui se pose, c'est toutes les implications qui vont être mises sur le... c'est ça, qui vont en découler. Donc quand je parle d'implication, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire transformer localement? C'est exporter moins. Si on exporte moins, on a des pays qui comptent justement sur tout ce qu'on exportait. C'est l'industrialisation tout simplement. C'est l'industrialisation, mais effectivement, on risque de se mettre à dos pas mal de multinationales. Non. Et justement, ça pourrait jouer sur les intérêts. Tant qu'on transforme le maximum, c'est l'idéal. Oui. Et d'arriver à une consommation locale. Parce que lorsqu'on est capable de pouvoir avoir une consommation locale des tablettes de chocolat qui sont faites par des acteurs locaux et qui sont consommées à 80%, 70% par la demande ivoirienne, on n'aura plus besoin d'avoir Hershey ou Mars qui vont venir exporter notre... Mais vous savez qu'en ce moment, on a énormément de jeunes entrepreneurs, notamment dans le privé, qui font la transformation du chocolat, qui produisent eux-mêmes leur chocolat, qui ont encore du mal à commercialiser leurs produits parce qu'aujourd'hui, dans les supermarchés, ce qui est de plus en plus privé, c'est le chocolat. C'est pour ça que Mme Bleu parlait de la consommation locale. Mais Rayana, justement, c'est ça, pour revenir à ça. Parce que ce que vous dites là, évidemment, est lié à la consommation locale. On va le préciser, parce que le chocolat en supermarché qui coûte 2000 francs, excusez-moi, ça ne peut pas être un produit, on va dire, qui est populaire. Bien sûr. Parce qu'évidemment, le garba, il coûte 150 francs, le chocolat coûte 2000 francs. Donc c'est ça. Il faut arriver à ça. Et pour, on va dire... Il faut également que ce chocolat soit de meilleure qualité, très bonne qualité. Parce qu'on ne va pas juste le consommer parce qu'il a été transformé en Côte d'Ivoire, même s'il est d'une qualité médiocre, là où j'ai une préoccupation, c'est aussi quand tu demandes par qui
Alors, est-ce que c'est l'État? Si oui, d'où viendrait justement ce budget-là? D'où on l'enleverait pour l'injecter justement dans ce pôle-là de la gouvernance? C'est à l'État de créer des pôles industriels. Il y a une politique d'industrialisation. Moi, je suis pour que l'État alors, si c'est le encourage, privé, crée le si cadre, c'est le privé, favorise. qu'est-ce qui est fait? Et comment est-ce qu'on facilite justement? Mais Parce comment qu'aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui sont... Par exemple, il y a une chose qu'on ne fait pas, c'est vraiment, on a créé des conseils régionaux. Mais vous savez, les conseils régionaux, ils peuvent créer des grands pôles de développement. Vous imaginez qu'on parle de boucle du cacao, par exemple, toute la région Soubré, Sassandra. Le conseil régional devrait avoir de la puissance pour attirer des investisseurs, être le garant auprès des banques, auprès d'un certain nombre d'acteurs, pour ne serait-ce que transformer ce produit-là, qui est consommé, on le sait, énormément à l'étranger. Donc, voici par exemple une piste. Et là, c'est de la responsabilité de l'État de renforcer ces acteurs-là locaux qui connaissent les problèmes de la localité. On parle du piment de Sassandra chez les... Même le piment de Saint-Fra. On en parle, c'est des piments qui sont très prisés dans d'autres types d'industries. Mais il faut laisser la main aux conseils régionaux, en tout cas aux acteurs locaux, de s'organiser. Ce n'est pas à Abidjan qu'on va parler de tous les développements. Et c'est ça aussi. Donc on parlerait de volonté politique. De volonté politique. Bien sûr. Tout à fait. Et pour rejoindre ton point, juste pour une piste de solution pour ajouter à ton point, on a réussi à créer une zone de libre-échange. Quand je dis libre-échange détaxé, avec le VITIB, de zone franche, avec le VITIB, on est capable, l'État, en tout cas, je pense que l'État, dans ses pistes de solutions, est capable de pouvoir développer ce type de pôle industriel de zone franche un peu partout à l'intérieur du pays, en tout cas des zones ciblées, et en faire des zones économiques qui vont attirer les entrepreneurs qui sont spécialisés dans la transformation et leur faire bénéficier de prêts à taux zéro, par exemple, des incitations, de visibilité. Donc on parle de volonté politique, donc pour faciliter cette industrialisation-là. Maintenant, ce gouvernement-là, de nombreux défis l'attendent. Ouais. Mais maintenant, la question, c'est d'ailleurs qui fera partie de ce nouveau gouvernement. C'est notre prochain point. Déjà qu'on nous That is annonce... the question. On nous annonce la mise en place d'un ministère de la Réconciliation nationale. Déjà... Est-ce que ça présage de la composition du gouvernement, pour rester un peu dans votre question? On peut toujours essayer de supputer, mais moi... Ça veut dire que la Réconciliation nationale fait partie des points prioritaires, vous me direz aussi. Moi, je pense que la Réconciliation nationale doit être, si vous voulez, comment favoriser la clarté du jeu démocratique. C'est juste ça. Ce n'est pas la réconciliation nationale pour que tout le monde vienne gouverner. Parce que ça n'a jamais vraiment marché. Parce que même le PDCI, qui a géré avec le RHGP durant pratiquement 8 ans, au bout d'un moment, ne se reconnaît même pas dans ce qui a été fait pendant les 8 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui... Je vais même citer... Non, c'est pour ça que je pense que... On va même citer le président Laurent Gbagbo qui disait les gouvernements d'union, par exemple, ça n'a jamais été une bonne idée. Donc vaut mieux qu'on travaille... Ce fameux ministère de la Réconciliation nationale doit travailler pour que l'ensemble des acteurs puissent obtenir, je ne sais pas, un minimum de consensus autour de nos acquis démocratiques. Il aura la charge d'une réconciliation entre les acteurs politiques, certainement, mais je pense surtout au niveau des populations. Voilà. Oui, allez-y, Ariana. Il est galant. Moi, je suis un peu perplexe parce que quand on me parle d'un ministère de la Réconciliation nationale, j'ai envie de me dire, est-ce que ça se confond un peu avec le rôle du médiateur? Est-ce que justement ce rôle-là, voilà, donc est-ce que c'est encore un nouveau ministère qui vient s'ajouter aux autres, mais qui au final ne portera pas plus de fruits que ça? Est-ce que ça se confond justement avec ces autres initiatives? On est en train de parler renforcement des actions, parce qu'on s'est bien rendu compte que la dernière élection présidentielle a mis à nu des fractures au sein de la société. Donc, un ministère dédié... Est-ce que la question était de créer un ministère? Est-ce que la question n'était pas de travailler pour que ce qui existe soit réellement efficace? Alors, qui conduit ces actions-là? C'est le ministère, certainement. Oui, mais on avait par le passé déjà eu un ministère de la Réconciliation nationale avec M. Danon Guégué. Danon Guégué, voilà. Et puis, à l'entame du premier mandat du président Ouattara, je pense qu'il y a un décret qui est sorti en 2011 qui créait la CDVR, dirigée par M. Bani, l'ancien Premier ministre, et institution qui avait donc CDVR qui avait rang d'institution de l'État, de la République, et qui a englouti des milliards de francs. Et on n'a jamais eu le rapport
du travail qui a été mené par cette commission. Bon, maintenant, c'est différent. Là, il s'agit d'un ministère qui, sans doute, aura des pouvoirs très importants, qui aura les moyens à la fois financiers, logistiques, politiques, donc la légitimité politique, parce qu'une fois encore, le cadre de l'annonce de sa création était quand même assez particulier. Le jour de l'investiture du président, il annonce la création, la mise sur pied prochaine d'un ministère de la réconciliation nationale, ce qui veut dire que cela va être l'un des chantiers importants de son nouveau mandat, parce que le reproche qui a été fait au président Ouattara, c'est de n'avoir pas assez ou suffisamment travaillé à la réconciliation nationale. Donc on verra d'abord qui pourra incarner ce nouveau ministère. Donc la personnalité qui dirigera le ministère sera vraiment à scruter de près. Est-ce que ce sera une personnalité proche du président Ouattara ou une qui serait entre l'opposition, voilà, ou quelqu'un qui... De la société civile. Voilà, de la société civile qui peut fédérer. Cela est important parce que le ministre réconciliateur devra aller dans tous les hameaux, aller vers tous les partis politiques, aller vers tous les acteurs politiques pour parler et venir rendre compte au président de la République afin de savoir les mesures à prendre pour faire avancer la société ivoirienne. Est-ce que c'est réaliste de s'attendre à une forme d'impartialité d'un ministère de Non, pas peut-être, ce n'est pas l'impartialité peut-être à la base. C'est juste de professionnalisme. Exactement. Voilà. Exactement. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'on demande à l'État de faire ce que les Ivoiriens eux-mêmes refusent de faire. Je veux dire, si deux individus ne veulent pas se parler pour des histoires ou pour des faits passés ou autres, l'État peut créer les conditions du dialogue. Après, maintenant, à chaque groupe, à chaque communauté, de faire aussi ce travail nécessaire. Ce n'est pas la politique, et le président l'a dit dans ce message, qui devrait diviser les Ivoiriens. Non, c'est clair. Parce que ces gens-là ont quand même vécu ensemble avant le multipartisme. Avant cette histoire d'élection bâclée organisée par des CEI qui ne savent pas faire le boulot. Excusez-moi. Il revient encore. Oui, vous revenez là-dessus. Non, il faut que l'État organise les élections prochainement. Donc, c'est vrai, voilà, le ministère de la Réconciliation on va terminer, s'il vous plaît. Important. Quand on parle de réconciliation, comme tu le dis, c'est l'affaire de tout, donc de tous, de toutes les parties qui sont impliquées justement dans ce processus. Et donc, tout le monde devrait avoir justement son rôle à jouer, sa partition, et puis c'est comme ça que ça fonctionne. De grosses attentes. On espère que ça ne sera pas un ministère, en tout cas j'espère, on espère que ça ne sera pas un ministère de plus, et que ce ministère va renforcer les capacités des acteurs de la société civile qui sont déjà sur le terrain, qui font ce travail également. Disons que le président a donné l'orientation. Moi, vous pensez que la réconciliation, la réconciliation, c'est vraiment... on nous vend quelque chose qui, de mon point de vue... Parce que, on devrait terminer rapidement sur ça. On va se réconcilier, donner du boulot aux gens, luttons contre la corruption, vous allez voir, les gens vont mieux se parler, je serai plus content, quand mon voisin aura du boulot, enfin voilà, je pense que la réconciliation, c'est aussi quelque chose qu'on nous vend, qui me semble être du marketing. Deux questions pour terminer cette émission. La première, à quand le nouveau gouvernement? Et puis la deuxième, c'est après cette vidéo. Messieurs les chefs d'État, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les Premiers ministres, chefs de gouvernement. Bon. Qui était le vice-président? C'est une annonce, c'est subliminal. Je pense que là, le président a déjà trouvé son vice-président. Ouais. Et puis, il nous l'a annoncé sans y faire attention. Ou alors le rédacteur du discours s'est totalement gouré. Non, moi je dirais qu'il est très attaché à la Constitution. La Constitution dit qu'il faut avoir un vice-président, donc il se met déjà dans l'état d'esprit. Il se met dans l'état d'esprit d'avoir un vice-président. Je veux dire, il y a le poste de vice-président qui existe en Côte d'Ivoire. Donc c'est peut-être lui qu'on évoquait, le poste, pas forcément l'individu. Pas l'individu qui va l'incarner. Non, mais parce que j'imagine tous ceux qui étaient présents, Madame la Première Dame qu'on voyait, et Monsieur et Monsieur le Vice-président. C'était quoi? Monsieur le Vice-président. C'est dit Monsieur le Vice-président? Oui. Ça veut dire déjà que c'est un homme? Oui. C'est pas une femme? Oui. En tout cas, attendons-nous à avoir le nom en tout cas de cette personnalité qui sera choisie. En tout cas, si ce n'est pas une coquille qui non, je pense que c'est juste un bug de ceux qui rédigent les discours. Et le président, sans doute dans l'euphorie, dans l'émotion du moment, parce que voilà, on est souvent concentré et on ne fait pas attention à des petits détails. Et donc voilà, une coquille. Oui, il a peut-être vu dans la salle. Il a peut-être aperçu son vice-président que nous ne connaissons pas. Le vice-président, normalement, ne sera vice-président qu'après prestation de serment. Devant le président de la République. Voilà. Donc,
On suppose qu'il n'est pas... Donc il y a trois possibilités. Et Soit c'est une peut-être coquille. André, hein, mais on ne sait pas. Vous nous avez... Oui, parce qu'il est serein depuis tout à l'heure, C'est depuis vrai. qu'on en parle. Il veut les vanter en petit secret, mais non. Alors, c'est pas moi. C'est pas vous, André? Ouais, c'est pas moi. Malheureusement. Tu refuserais À quand le le prochain? poste? À quand le Oui, prochain? je le dis face à ma famille, Ok. Tu je refuserais- refuserai ce poste. Et je vois que vous êtes déçus. La VAR est active. Qui voyez-vous? Vous, non, peut-être que vous imaginez Non, mais quelqu'un... ce serait beau que ce soit une femme. Oui. Ce serait vraiment Bon. génial pour ce pays. Parce que, voilà, c'est une Ce serait promotion un peu encore du de Joe la... Biden. Non, et promotion encore de la, Qui vois-tu, de la parité, du genre. Qui vois-tu Il y a toutes les au sein de photos. son- Mais elles sont là, certains, enfin, d'après ce qu'on a commencé à lire, parce que bon, c'est là où on est journalistes, on nous parle d'un changement de poste, d'un adieu que pourrait faire Candia Camara au ministère de l'Éducation nationale. Ça fait 10 ans que qu'elle est là. Je pense que, en plus, c'est un pilier de son parti. Je pense qu'elle peut, enfin, au regard de son rayonnement politique, dans son camp politique, elle peut valablement être vice-présidente, pourquoi pas. Les paris sont tenus. Moi, je ne fais pas de pari. Je ne pense pas que le président ait envie de nommer un vice-président avant quelque temps. Avant quelque temps. C'est juste l'analyse que je Parce que fais, le je peux me tromper. vice-président aussi Je peux me tromper. fait office de Alors. successeur. Alors, C'est ça. C'est pas évident. alors, s'il vous plaît, c'est vrai qu'on est tout de suite parti sur l'émotion, on a tout de suite voulu relever quelque chose. Est-ce que cette évocation de monsieur le vice-président n'était pas en rapport avec la présidence du vice-président angolais qui était présent à la cérémonie d'investiture? Non, Non, sinon mais- il aurait indiqué non, son nom et non, son pays. Même s'il ne disait pas son nom, mais à ce moment-là du discours, non, ça passe parce que c'était juste avant. Non, il a parle cité du- après. Il a cité après. Mais en Il a plus, cité c'était après juste avec avant son qu'ils épouse. disent le Premier ministre ivoirien. Donc, soit il aurait d'abord cité les autres présidents et les officiels qui étaient là, et après, il viendrait maintenant citer le vice-président ivoirien. Mais une fois qu'il se dit vice-président et qu'après vient le Premier ministre. On cite et d'abord autres, les nationaux, ça c'est les Ouais. règles protocolaires. Ouais. Et dans son discours, il a cité un peu plus loin le vice-président angolais qui était, je crois, accompagné de son épouse. Je me Il a rappelle cité de- après. Voilà, il a cité après. Il a été cité après. Voilà. Donc, j'ai tout fait pour connaître cette Mais ça ne me prend pas. Non. Non, Donc, il y a certainement que notre le hypothèse, c'est vice-président, l'hypothèse d'une vice-président coquille. était Non, je pense que c'est une C'est coquille dans le coquille. discours. Après, on peut être dur pour dire à ce niveau de. Voilà, de. On a ramené le discours On de peut pas l'investiture. laisser une coquille. C'est ça. D'accord, On bon. peut dire à ce niveau, on ne peut pas laisser une coquille, mais bon, ça peut arriver partout qu'il y ait des coquilles qui se glissent. Alain Toussaint, André Bois, Ryan Assi, Edith Broubleu se joignent à moi pour vous remercier pour votre attention, pour votre disponibilité, pour votre participation, parce qu'on sait bien que ce débat que nous initions sur ce plateau-là continue chez vous à la maison. Ces informations suscitent des débats pour nous, ça provoque des réflexions et tout ça est important pour qu'on trouve des solutions aux problèmes des Ivoiriens que nous sommes, pour la Côte d'Ivoire que nous aimons, une Côte d'Ivoire que nous souhaitons réconcilier, une Côte d'Ivoire de paix. On vous retrouve demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Live Talk. D'ici là, prenez grand soin de vous et des autres. André Bois vous retrouve juste après cette émission Ouais, pour juste après, Immersion. dans la même tenue, je repars faire. Enfin, je vais faire. Toujours en veste. Voilà, j'ai fait un tour à Los Cabos. Est-ce que vous connaissez Et Los tu es Cabos? allé en veste Non, quand même vas-y, dis-nous. Oui, je suis allé à Los Cabos. On est en veste. C'est quoi Los Cabos? Los Cabos, c'est une île paradisiaque au large du Mexique, dans la mer de Cortés. Je fais mon espagnol. Ouais. Et donc, on va découvrir l'envers du décor de cette île paradisiaque. Voyageons Est-ce qu'il y a des cabosses de cacao là-bas? Ah, On va il suivre fallait André qu'il Bois. sorte une fois. Oui, c'est du Alain Toussaint. On va vous suivre pour ce rendez-vous d'immersion. Juste après ce rendez-vous, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.